Chers amis milléniaux, le bonjour. Cet été que nous avons passé chaque fois qu'on a pu. On a pu voyager quand même un petit peu. Moi, je suis allé en Afrique, là, et j'en reviens. Voilà, on a eu en ce début d'année toute une série de débats et de polémiques. Je voudrais qu'on reprenne ensemble. Alors, en France, c'était sur la 5G. Alors, sur la 5G, mais plus largement, vous avez vu la déclaration qu'a faite Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est allé jusqu'au Canada, mais on y reviendra parce qu'il a dit que les gens qui étaient contre la 5G étaient un peu des gens qui voulaient retourner à la lampe à huile. Et surtout, il a eu cette parole qui est intéressante pour nous, parce qu'il a traité ces gens-là d'Amish. Alors, les Amish en France, c'est pas très, très connu, à part pour un grand film. Là, je ne sais plus le titre. Il y a un film qui était très célèbre d'un meurtre dans. C'était Oui, quoi? c'était Witness en Witness, anglais. Je ne voilà, sais pas Witness. comment vous Oui, mais en l'avez France, c'est pareil. traduit en France. Mais sinon, on ne sait pas trop ce que c'est, donc on y reviendra. Vous me direz un peu plus, peut-être on demandera à notre frère Baptiste de nous dire un peu plus ce que c'est les amis chez les Anabaptistes. Alors, par rapport à ce débat, donc, voilà, on oppose un petit peu aujourd'hui les gens qui seraient tournés vers le progrès, qui accepteraient les évolutions techniques Mhm, et qui en profiteraient, même nous on en profite aujourd'hui, et puis contre les gens qui sont des écologistes radicaux, qui veulent revenir à, disons, une vie plus simple, plus proche mhm. de la nature, plus proche des temps anciens, et en disant on n'est pas obligé de suivre toutes les nouvelles technologies, on peut s'arrêter un moment, on peut au moins réfléchir et ne pas foncer tête baissée sur tout ce qu'on nous propose comme nouvelle technologie. Hmm. Voilà, donc il y a une espèce de querelle d'anciens et de modernes, je ne sais pas si on peut le résumer comme ça, c'est des vieux débats comme qui sont aussi vieux que le monde, mais comment vous réagissez à cette question? Vous êtes d'ailleurs tous des gens très branchés, très connectés, très geeks, donc comment des geeks d'aujourd'hui, votre génération réagit à ce genre de débat? J'avais juste envie rebondir sur la phrase du président. Je ne crois pas que le modèle Amish permette de relever tous les défis de l'écologie contemporaine. Bah, effectivement, ce n'est pas un modèle d'identité culturelle et religieuse qui va venir relever des défis nécessairement de politique, d'écologie. Il y a une sorte de glissement en fait entre deux catégories qui sont différentes et juste ça vaut la peine de le rappeler. On met un petit peu en opposition les détracteurs de la 5G avec les défenseurs du modèle Amish en se disant mais est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'ils sont différents? Et en fait, on confond les opinions technologiques avec une identité culturelle et religieuse. Les Amish, il faut juste le rappeler, c'est un mouvement religieux qui est issu de la tradition anabaptiste ménonite, elle-même issue de la réforme radicale. Et il y a tout un arrière-plan historique et religieux à qui sont ces Amish, où il y a une réelle réflexion théologique. On remonte des siècles en arrière avec le ménonite Jacob Hamann qui n'était pas d'accord avec certaines décisions. Il y avait des dissensions sur des points rituels et doctrinaux. Et il y a eu un schisme qui s'est opéré, les Amish donc, qui se sont créés à sa suite. Et suite à la persécution religieuse, une émigration, notamment vers les Pays-Bas et aussi en Amérique du Nord. Et pendant le 18e et même début 19e siècle, il y avait encore pas mal de Amish en France, particulièrement en Alsace, aussi en Franche-Comté, et puis il y en avait en Suisse. Mais aujourd'hui, on pense surtout aux Amish, on va dire, des États-Unis, principalement en Pennsylvanie, Ohio, Indiana. Et en fait, c'est justement par l'intermédiaire de certains films qu'on a tout notre imaginaire sur les Amish. Et Mhm. pourquoi? Tout simplement parce que les modèles sont vraiment différents entre l'Europe et les États-Unis. En Europe, il y a eu une assimilation de ces groupes religieux. Et en fait, petit à petit, les Amish sont redevenus officiellement ménonites. Les ménonites sont redevenus officiellement protestants ménonites, ou même se sont distanciés. Et les Amish ont été complètement assimilés à la Mhm. culture. Et donc, les descendants d'Amish aujourd'hui
ne sont pas visibles en Europe. Alors qu'aux États-Unis, il y a un communautarisme beaucoup plus fort et donc les Amish se sont développés en petites communautés indépendantes où ils ont gardé leurs aspirations du début, une vie simple, modeste, une organisation aussi politique, technologique qui leur est propre. Et indépendants, d'ailleurs, c'est le cas de le dire, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils sont indépendants du système de santé. Il n'y a pas d'affiliation au système de sécurité sociale. Ils sont autosuffisants en termes de nourriture. Et ils sont, et c'est là le point d'accroche d'Emmanuel Macron, indépendants de la technologie. Ils n'utilisent pas de télévision, de tracteurs, et ils n'utilisent même pour certains pas l'électricité. Et donc, toutes ces choses-là qui voient un peu comme l'irruption du monde extérieur dans leur communauté, ils les rejettent. Et donc, le reste de la société les voit comme un petit peu sectaires. Et c'est parce que de toute cette histoire religieuse, culturelle, ils ont voulu garder cette organisation indépendante avec une certaine interprétation de certains passages de la Bible qui rend l'expression de leur foi visible. Là où les autres, les Amish et Ménonites, peut-être français, alsaciens, suisses, ont été assimilés avec le temps et donc ne sont plus particulièrement visibles, aux États-Unis, ça paraît bizarre parce que visiblement, ils sont effectivement différents. Mais pourquoi est-ce que cette vision, pourquoi est-ce que le fait d'être différent devrait forcément gêner? Alors oui, ça intrigue et ça questionne, mais ce qu'il faut se dire par rapport à cette question-là de l'utilisation de la technologie, c'est que même s'ils n'utilisent pas de télé et qu'ils n'ont pas nécessairement de smartphone et autres, ils utilisent la technologie. Ils sont d'ailleurs de super fermiers, de super agriculteurs. C'est juste une technologie différente et peut-être à contre-courant. Mais en même temps, ils ont réussi à continuer à évaluer l'impact de toute cette technologie sur leur société, sur leur mode de vie, et ils ont fait un choix. Et sciemment, ils ont décidé, peut-être que tout m'est permis, mais peut-être que tout m'est pas utile. Je pense que ça, du coup, c'est un point intéressant. Mais est-ce que vous pouvez revenir peut-être, Christophe, à l'origine? C'est-à-dire pourquoi les Amish aux États-Unis, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est très surprenant quand on est sur une route, on est derrière une carriole avec un cheval, alors que les autres ont des grosses voitures ou des 4x4. Quel est le sens spirituel de cette espèce de refus de rentrer dans la modernité? Parce qu'en fait, la modernité, ils sont restés au XIXe siècle. Ils ont à peu près les techniques du XIXe siècle. Alors, quel est le motif spirituel? Ouais, ouais. En même temps, il faut faire attention parce que, comme tout bon protestant, les Amish et ces groupes-là sont divisés Ils sont très en différents. sous-groupes et Oui, en petites sectes différentes qui ont vraiment des approches différentes par rapport à la technologie. Par exemple, ici, on a des Amish. Au Québec, on est tout près de la Nouvelle-Angleterre. Donc, on en voit souvent quand on va en voyage en Nouvelle-Angleterre, en Pennsylvanie. Dans l'Ouest canadien, c'est un autre type de Ménonites en Alberta, par exemple, qui vont avoir émigré aussi en Amérique centrale. En Bolivie, il y a des communautés. Il y a les Utérites, qui est comme un genre de groupe apparenté qui ont été, dans le fond, qui sont immigrés à partir de l'Allemagne dans les années 30, quand le gouvernement nazi de l'époque leur a donné, je pense, un 48 heures pour déguerpir. Puis eux, par exemple, ils ont une utilisation plus large de la technologie. Ils vont même comme avoir une usine dans leur petit village, leur communauté de 200 personnes, et c'est à travers cette usine-là qu'ils vont faire vivre la communauté. Une des choses en tout cas pour la plupart des Ménonites, qui orientent leur manière d'utiliser la technologie, c'est vraiment de voir comment est-ce que la technologie influence leur manière de vivre leur foi. Donc, il y a vraiment, genre, dans le fond, une subordination de la technologie à la fois. Donc, on dit par exemple, quand il y a eu l'avènement de la voiture, certaines communautés ont commencé à utiliser la voiture. Souvent, quand il y a une nouvelle technologie, ils vont choisir des gens dans la communauté qui vont tester la technologie, ils vont voir l'impact social, puis ensuite, en communauté, ils vont décider, bon, OK, est-ce que cette technologie-là, elle nous fait du bien ou elle ne nous fait pas du bien? Par exemple, par rapport à la voiture, ils se sont rendus compte que les familles qui avaient des voitures quittaient la communauté la fin de semaine pour aller en vacances. Ça faisait, comment dire, une désagrégation du noyau communautaire, donc ils l'ont rejeté. Mais pour d'autres technologies, comme la moissonneuse-batteuse,
ça n'avait pas vraiment d'impact sur leur vie sociale, puis ça augmentait leur richesse. Donc, pour nous, c'est un petit peu la même chose. Le problème, c'est qu'on accepte, on accepte la 5G, on accepte les téléphones cellulaires. On n'a pas ce processus-là où on se dit, bon, OK, on va essayer avec quelques early adopters, des geeks, on va essayer les cellulaires pendant 3 ans, puis après ça, on va voir l'effet que ça a sur notre vie sociale, sur notre communauté. On n'a pas essayé les médias sociaux pendant 3 ans, puis on en est venu après ça à une décision où ce qu'on décide d'accepter et de rejeter. Donc, il y a comme un genre dans nos sociétés occidentales, une acceptation presque automatique de la technologie. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose de sage dans l'approche Amish. Une espèce de réflexion avant de foncer, voir si c'est utile, voir si ça nous édifie ou si ça nous entraîne dans des voies différentes. Une chose qui m'a frappé quand j'étais chez vous en France, j'étais allé chez vous cet été, c'est que vous êtes fermé le dimanche. Puis je pense qu'il reste de ça quand même dans la société française. C'est des restes du christianisme, ça, bien sûr. Non, mais aussi de dire que, parce qu'en Amérique du Nord, je remarque comment on est une société pragmatique, puis on se dit, bon, OK, comment est-ce qu'on peut maximiser l'efficacité, comment est-ce qu'on peut maximiser les profits? Il y a quand même des traces de ce désir-là de subordonner l'économie à quelque chose de supérieur en France. C'est-à-dire, on va forcer les magasins à être fermés une journée par semaine, parce que c'est important que les gens aient une journée pour se retrouver ensemble. Même si ça serait plus profitable pour les compagnies, pour les sociétés, il y a cette décision-là politique, volontaire, de ne pas simplement se laisser embarquer dans l'économie ou la technique. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a des dangers à la 5G spécialement? Pourquoi par rapport à la 4G? Est-ce qu'il y a un saut culturel quelque chose qui va changer radicalement? Ou est-ce que c'est juste un développement d'une technique qu'on a déjà au fond? Il y a plusieurs éléments. Je pense que la 5G dans les réseaux sociaux souterrains ou conspirationnistes… Ça existe déjà chez vous d'ailleurs? Ça existe en Canada? Ça commence. Je pense que c'est cédulé pour commencer. Mais il y avait toutes ces histoires-là que la 5G, ça propageait le coronavirus. Je ne sais pas si vous avez vu ça en France. Nous, on a eu un couple d'influenceurs Instagram québécois qui sont fait arrêter après avoir mis feu à 5 ou 6 antennes de télécommunications. Oui, vu ça, oui. Donc, bon, OK, non, le 5G ne transmet pas le coronavirus. Je pense que ce n'est pas différent en termes de technologie. Par contre, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quelques mois plus tôt, il y a eu beaucoup de remises en question par rapport au fait que ce soit Huawei, une entreprise d'État chinoise qui… devient dans le fond, la compagnie qui installe ce système-là dans des différents réseaux occidentaux. Et un des soucis, c'était la question de la vie privée, des données confidentielles, de l'espionnage industriel et toutes ces questions-là. Donc, que ce soit aux États-Unis, je pense en Angleterre, il y a eu un retour en arrière par rapport à la 5G. Donc, avant même que ça vienne grand public, il y a quand même eu des questions de dire, attends, est-ce qu'il faut s'en méfier? Maintenant, comme tel, la 5G, c'est une augmentation des capacités de nos téléphones cellulaires en termes de transmission de données en amont puis en aval. Mais ce que ça fait, c'est que ça va intensifier simplement notre utilisation des téléphones cellulaires, notre utilisation de cette constellation électronique, qui est un sujet qui revient tellement souvent dans nos questionnements chez Sagesse et Mojito, parce que insidieusement, ça transforme notre manière de vivre, ça transforme notre manière d'être. On a un rapport au monde différent parce que nos sens sont transformés par cette extension de nous. Je ne sais pas pour vous, Jean-Luc, mais moi, des fois, j'ai l'impression que mon téléphone vibre dans mes poches quand il n'est pas dans mes poches. Quand je ne l'ai pas avec moi, je sens qu'il me manque quelque chose, je suis comme déconnecté. Puis, à quelque part, j'aime pas ça, sentir ça en moi. Je ne sais pas pour vous, là, mais… Et donc, c'est peut-être ça, c'est une intensification d'un phénomène qu'on voit qui, finalement, quelques années après qu'on ait commencé avec les médias sociaux, avec le téléphone cellulaire, on se rend compte maintenant que, bon, ça augmente le niveau d'anxiété chez les gens, ça réduit notre capacité de concentration, puis c'est comme, bon, est-ce qu'on veut continuer dans ce chemin-là ou est-ce qu'on veut reculer? C'est une question qu'il faudrait quand même être capable de se poser, mais il n'y a aucun mécanisme pour se la poser aujourd'hui, on dirait.
Il n'y a peut-être aucun mécanisme, mais il y a des séries Netflix qui se la posent, notamment The Social Dilemma, mais d'autres docudramas ou d'autres nouvelles voix en fait qui se servent même de ces ressorts de la technologie pour les critiquer. Une sorte d'autocritique et ce qui est très intéressant d'ailleurs dans The Social Dilemma, mais on aura le temps d'en parler un petit peu après, mais c'est que c'est les gens même qui travaillaient au sein de grands groupes comme Facebook, Instagram et autres qui expliquent les ressorts de cette grande machination qu'ils ont créée et qu'ils voient grandir un petit peu sans qu'ils l'aient vraiment planifié avant. Et c'est encore une fois intéressant que une des plateformes principales de streaming qui est une sorte de réseau social aussi finalement, qui vient faire se rencontrer les gens autour voilà, de séries, de films, qui créent aussi cette société de la technologie, qui critique cette même société. Donc, je pense qu'il y a de nouvelles formes d'autocritique qui font surface pour parler de cette chose dont on n'arrive pas vraiment à parler. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, il y a des courants écologistes qui prônent vraiment un retour à une vie beaucoup plus sobre, beaucoup plus frugale, une espèce de renoncement à la société ultra de consommation que nous avons développée. Est-ce que ça vous paraît, ça, du point de vue du christianisme ou de l'évangile, est-ce que ça vous paraît quelque chose d'intéressant ou est-ce que c'est de l'utopie ou des choses qui sont hors de nos conceptions chrétiennes? Ou est-ce que ça a un rapport avec la foi? Je pense que c'est un peu illusoire de... je pense d'ailleurs que ça n'existe pas ou très très peu, c'est vraiment ultra marginal des personnes, alors qu'on les qualifie d'écologistes ou d'un autre nom, peu importe, mais des personnes qui voudraient vraiment se débarrasser de toute forme de technologie et revenir à l'âge de pierre, comme on dirait. Les ludites qu'on appelait dans le passé. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs un peu dommage, même si c'est vrai que c'est intéressant, ça fait parler de qui sont les Amish, mais cette catégorisation ou caricature des Amish comme une sorte de contre-modèle. D'ailleurs, on parle de modèle Amish comme un modèle qu'on ne pourrait absolument pas poursuivre. Parce que, comme on a pu l'entendre, la volonté de ces personnes-là, et d'ailleurs, que ce soit les écologistes ou qui que ce soit d'autre, n'est pas de s'extraire complètement de toute forme de technologie, mais plutôt d'être critique et de se poser la question, mais est-ce qu'on peut avoir un usage plus raisonné et de la technologie et de toutes sortes de biens qu'on a. C'est évident que la technique, non seulement elle définit nos usages, parce qu'on a des façons de fonctionner de façon technique, mais elle nous définit nous-mêmes aussi. Elle définit le type de société qu'on est en train de construire. Lorsque l'ADSL est arrivé, c'était il y a 20 ans, hein, lorsque l'ADSL est arrivé, on se posait aussi la question de savoir si c'était utile, alors que tout le monde avait la connexion par téléphone. Mais l'ADSL a accéléré Internet et hop, l'usage d'Internet a changé. Puis la 4G est arrivée, on a eu l'Internet sur les téléphones et hop, l'utilisation d'Internet a changé. On a maintenant Internet dans notre poche. On peut sortir de chez soi, sachant qu'on a un rendez-vous quelque part, ne pas savoir où on va et se dire, je vais sortir mon téléphone et puis regarder le chemin pour y aller. Donc en fait, notre vie est transformée par ça, mais en même temps que ces développements, il y a aussi toute une série de risques. Et il y a un penseur protestant, Jacques Ellul, a beaucoup parlé de l'influence de la technologie là, dans nos vies, le fait que la technologie change notre rapport à la réalité et donc doit nous amener à nous poser des questions qui sont beaucoup plus profondes que est-ce que j'ai envie d'être Amish ou est-ce que j'ai envie d'accueillir une nouvelle technologie. Et puis aussi, on vit dans une société du risque. Là, on est en période Covid, on en est tous conscients. On se rend compte que beaucoup de ces risques dans lesquels on vit sont des risques qui sont de notre propre fait, à cause de notre propre développement, que ces risques qui ne sont pas seulement juste pour notre famille, pour notre quartier, mais ils sont planétaires. Et puis aussi, ça pousse à nous critiquer nous-mêmes, à nous poser la question, est-ce qu'on est dans une bonne dynamique de développement? Et ça, je pense que c'est vraiment très sain, alors que ce soit dans une formulation écologiste qu'on n'apprécie pas, bon, je peux entendre cet argument, ou pas, que ce soit des pro-technologies qui soient critiques, tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Et n'essayons pas de résumer
la critique et le doute par rapport au développement technologique à une forme d'obscurantisme parce que je pense que ce n'est pas vraiment réel. Moi, je peux juste témoigner j'étais aux États-Unis il y a quelques temps, 2-3 ans, je crois que le plus, en Pennsylvanie, et effectivement, on croisait ces gens sur des espèces de buggy, de carrosses, ça fait drôle. Mais en même temps, je ne veux pas être très sévère avec les Américains, c'est pas mon style. Mais quand on voit ces gens qui sont extrêmement fins, qui sont beaux, hein, en fait, bien habillés sobrement, mais qui ont une allure extrêmement ouverte, et quand on croise les Américains en short, bedonnant, en sortant des supermarchés, on se dit où est le développement? Ah non, oui. C'est la vraie vie, quoi. Hein. Je suis pas sûr que l'Américain moyen soit plus développé que les Amish de Pennsylvanie. Enfin, non, c'est la réflexion que je me suis faite quand j'étais aux États-Unis. J'ai une anecdote similaire là-dessus. J'étais avec des amis dans le Maine au début du Appalachian Trail. C'est comme une piste qui part du Maine jusqu'en Géorgie. Puis il y avait une famille amish qui était là. Moi, j'étais avec des gars de l'église assez en forme, puis on commence à monter. Dans la montée, on s'est fait dépasser, mais à toute vitesse, par des jeunes garçons en genre à barbe, sans moustache, puis des jeunes filles avec le bonnet et les robes, puis on était humiliés en meilleure santé que nous, leur santé physique. C'était fou. Voilà. Donc, pour résumer, oui, vous avez parlé d'élu, mais lui, il est extrêmement critique sur la technique. Par exemple, la technique, ce que tu disais tout à l'heure, la technique est en train de nous transformer, nous déformer même. Donc, est-ce qu'il faut avoir, en tant que chrétien, est-ce qu'il faut avoir une résistance par rapport à ça, par rapport au progrès? Parce qu'on voit, par exemple, nos amis catholiques sont très critiques sur tout ce qui est manipulation génétique, tout ce qui est interruption de grossesse, fin de vie, etc. Est-ce que là, il y a une vigilance aussi qu'on doit avoir, cette vigilance-là sur les questions éthiques? Est-ce qu'il faut la transposer sur des questions techniques? Juste une petite chose, mais je pense que d'ailleurs, une question technique est une question éthique. Parce Oui, que, bien sûr. comme le rappelait Christelle, la technique vient tellement influer nos manières de vivre, de penser, nos manières d'être. Donc, je pense que les réflexions techniques ont autant d'importance finalement que les questions éthiques parce que ça en fait partie. Et je crois que l'intérêt de la Bible, c'est aussi de nous mettre face à une sorte de miroir de nous-mêmes et à nous faire révéler des choses qui étaient en nous et qu'on n'avait pas forcément vu. C'est un petit peu, je pense, ce qui est dit quand on dit que la Bible est vivante, que c'est la parole de Dieu vivante. Et même si ça peut être étrange, moi, des fois, je la lis et je me dis « Ah ouais, je suis en train de lire ce que moi, je suis en train de vivre et ça me questionne sur mes manières de faire. » Et donc, pour la technique, tout comme tout un tas d'autres choses, je pense que si on cherche à avoir une réflexion biblique, alors oui, on doit avoir une réflexion critique. Et pour la technique, principalement parce que ça a énormément de place dans notre société aujourd'hui. Alors ce serait dommage de vouloir avoir nos cœurs transformés, de vouloir avoir nos vies transformées, de vouloir finalement rentrer dans une sorte de progrès, d'aller vers le mieux, de ne pas juste rester là où on est, mais allez, de devenir meilleur de jour en jour et de fermer les yeux à ce truc qui prend le plus de place finalement dans notre monde aujourd'hui, qui est absolument partout et qui a un impact direct sur notre cœur. Je pense que ce que le président Macron dit par rapport aux Amish, ça vise à peu près tous les chrétiens, mais à des degrés différents, cette idée-là. Et je pense que dans notre société, on peut se demander, je peux penser à un auditeur qui n'est pas nécessairement le milieu chrétien ou protestant, qui se dit, mais pourquoi ils s'opposent à tout le temps, tout avancer, ces gens-là, ils sont contre ci, contre ça. Et Christelle, tantôt, disait quelque chose je trouvais sage quand même, Christelle, de dire que c'est pas simplement est-ce que tu es amish ou est-ce que tu es branché. Le débat doit être plus profond que ça. Puis vous posez la question par rapport à quelles sont les articulations chrétiennes. Et je pense qu'il faut en revenir au concept d'imago Dei. C'est l'idée que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Puis dans la pensée chrétienne, il y a, même si imago Dei est pas l'image de Dieu n'est pas parfaitement définie dans la Bible, ou en tout cas, il n'y a pas un chapitre avec une définition, on a une idée de l'humanité, on a une idée de l'humain qui a été conçu comme bien à la base. Donc, Dieu a conçu l'homme, puis il a conçu l'homme bon. Tandis que dans notre monde plus technologique, cette idée-là de l'humain n'est pas quelque chose de fixe. Puis là, on rentre, là, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de 5G, mais
on est en train de commencer à manipuler le code génétique de l'être humain. Là. Je veux dire, on est en train, là, c'est une technologie externe qui est en train de changer notre rapport au monde, mais on est déjà, à l'heure où on se parle, on a déjà commencé à manipuler le génome humain ou à insérer du génome humain dans du génome animal, comme au Japon, où on a créé des organes avec des gènes humains chez des porcs pour les transplants. Euh, donc, c'est une question qu'il faut avoir en amont. Et cette idée-là, c'est ça, c'est que nous, on a, comme à la banque, là, comment est-ce qu'ils font pour voir un véritable billet d'un faux, c'est qu'ils ont une idée claire de qu'est-ce que le véritable billet. Et comment on reconnaît un faux, c'est en ayant une idée claire de l'original. Et dans la Bible, dans la pensée chrétienne, on a ce qu'on croit en tant que chrétien, avoir une idée claire de qu'est-ce qu'un véritable humain, puis c'est pleinement manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Ok, Christelle, dernière information, dernière remarque là-dessus. Et puis on oui, je trouve qu'il y a des ressources qui sont déjà présentes dans le débat public aujourd'hui et dont les protestants, les chrétiens ou n'importe quel citoyen pourrait se saisir, des notions comme le principe de précaution, d'ailleurs qui est une valeur qui a été portée par la France à l'international. Se dire que mais tant qu'on n'est pas sûr qu'une avancée est véritablement sécurisante ou bonne et sans effet irréversible, tant qu'on n'est pas sûr, mieux vaut pas s'engager. Ou sobriété carbone, par exemple. Hein. L'idée de la sobriété, tout ça sont des valeurs, des principes qui je pense, nous parlent et qui devraient nous inspirer, alors non pas à s'opposer contre tout, c'est certainement pas ça l'approche. L'être humain est de toutes les façons voué à développer son intelligence, ses sens et aller de l'avant, mais il y a une dimension éthique qui est incontournable et de laquelle tous les citoyens aujourd'hui, et non plus des personnes dans des hautes sphères, tous les citoyens doivent s'emparer.